Bien, merci de votre présence. J'ai quelques minutes en fait pour vous exposer finalement le fruit de mes réflexions de quelques années, voilà, en très très peu de temps, autour d'une question qui est finalement de comment est-ce que les réseaux numériques viennent bouleverser l'organisation du travail. Alors je ne vais pas répondre à cette question en 15 ou 20 minutes, vous vous en doutez, mais essayer de vous apporter le fruit de ma propre réflexion. Au départ, il y a vraiment quelques questions, des premières questions, des interrogations. Pourquoi est-ce que les grandes organisations devraient être plus rigides que les petits groupes d'individus? Pourquoi, si c'est le cas, est-ce que la communauté des logiciels libres, qui elle est extrêmement étendue en termes de nombre de personnes, sait fabriquer des produits finalement aussi évolués que ceux des éditeurs? L'idée n'est pas de comparer le livre aux produits des éditeurs, mais on est quand même sur des productions assez complexes. Est-ce que le fait d'œuvrer pour le bien collectif n'est possible qu'au prix d'une aliénation individuelle, le fantasme de la fourmi ou parfois de la société japonaise qu'on peut avoir? Est-ce qu'il faut absolument passer par là? Est-ce qu'à l'inverse, œuvrer pour soi-même, être individualiste, ne peut se faire qu'aux dépens du collectif? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que les réseaux numériques permettent de faire émerger une forme d'intelligence collective globale dans les organisations de grande taille? La première question qu'on peut se poser, au fond, c'est quoi cette notion d'intelligence collective? De quoi est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? La première notion qui va nous intéresser, c'est le fait d'avoir l'émergence d'un tout. Une entité qui a une intelligence collective, elle va avoir sa propre identité, un caractère qui lui est propre. Si on prend l'exemple du quartet de jazz, je vais parfaitement reconnaître le Bob Brookmeyer Quartet ou le Modern Jazz Quartet, même s'ils jouent le même morceau. Il y a la notion d'holoptisme. L'holoptisme, c'est le fait de se retrouver dans une situation géographique qui nous permet d'avoir une vision du tout. Ce qui se passe dans un quartet de jazz aussi. C'est-à-dire que chaque musicien a une conscience totale et permanente de l'ensemble de la disposition. C'est une des raisons aussi pour lesquelles dans les salles de réunion, on se place en cercle et non pas les uns derrière les autres. La troisième caractéristique de cette notion d'intelligence collective, c'est le fait d'avoir un contrat social pour avoir un objectif commun. La session précédente a bien expliqué ça, le 5e niveau qui était exposé et qui expliquait voilà, cette cause qui nous dépasse. Mais le contrat social, c'est pas uniquement ça. C'est aussi le fait de garder le silence lorsque quelqu'un d'autre parle. C'est aussi, on le verra un peu plus tard dans le sport, accepter des règles. Et ce contrat social, il peut être soit explicite, formalisé dans des documents, des contrats, des règles, etc., soit implicite. Le quatrième point qui va caractériser cette notion d'intelligence collective, c'est le fait d'avoir une architecture polymorphe. Mon organisation doit être capable de se reconfigurer. Les liens entre les personnes doivent pouvoir évoluer en fonction de la situation qu'on rencontre. Et c'est souvent d'ailleurs là que les grandes organisations, les organisations nombreuses, rencontrent des difficultés. L'objet lien en circulation. Dans un groupe intelligent, il y a un objet lien. Une circulation de quelque chose qui va passer d'un individu à l'autre. Une information, un ballon, un thème musical, d'accord ? Il y a quelque chose qui doit circuler. Une organisation qui a cette notion d'intelligence collective est aussi une organisation qui est apprenante. Ce matin aussi, d'autres speakers ont largement expliqué ce principe qui est de se dire qu'une organisation, lorsqu'elle résout un problème, doit être capable de le généraliser, de le reproduire et ensuite éventuellement de l'améliorer. L'économie du don, principe pas évident à mettre en place dans les organisations classiques, on va dire, mais lorsque l'objet lien
circule d'un individu à l'autre au sein de l'organisation, ça se fait sur la base du don, sur la base du volontariat. Et la rémunération de l'individu ne se fait que lorsque le collectif gagne. Alors, on va regarder ce qui se passe dans un petit groupe d'individus. Le fameux quartet de jazz. Je reprends les principes et vous allez voir que ces 4 musiciens qui réinventent à chaque fois qu'ils jouent un morceau qui a une structure identique mais une réalisation qui est complètement nouvelle à chaque fois, qui improvisent en partie, constitue vraiment ce qu'on va appeler l'intelligence collective originelle, c'est-à-dire l'intelligence dont l'évolution nous a dotés, nous humains. On retrouve bien l'émergence du tout, je le disais tout à l'heure, hein, on reconnaît un quartet de jazz simplement en l'entendant, il a une signature. On retrouve cette notion d'holoptisme, ils se voient tous, se font parfois des signes, parfois même sans en avoir conscience. Il y a cette notion de contrat social. Hein, lorsque je termine mon chorus, je vous fais un signe et on retombe sur le thème. Bref. En revanche, ce qu'on va trouver, une des limites qu'on va rencontrer sur le quartet de jazz, c'est la contrainte numérique. C'est-à-dire que un big band ne sera jamais capable de produire ce que produit un quartet ou un sextet. D'accord ? Dans un big band, on est obligé d'avoir une relation triangulaire, un petit peu celle que nous avons au moment même où je vous parle, c'est-à-dire d'un chef qui va diriger, voilà, même s'il y a des phases d'improvisation. L'autre contrainte qu'on va rencontrer, c'est la contrainte spatiale. Très belle faute. Ah, c'est pas la dernière version de mon support que je vous présente là. Peu importe. Les petits problèmes techniques qu'on a eus m'ont joué des tours. La contrainte spatiale fait que pour le groupe de jazz, on doit tous être dans le même endroit. C'est lié à l'holoptisme. D'accord ? Et ça, pour une organisation de grande taille, c'est presque impossible à réaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais grandir ce groupe d'individus ? Je passe de 4 personnes à 11. 11 experts sur un même terrain, réunis dans un but commun, marquer des buts, d'accord ? Et avec la capacité de se mouvoir, d'évoluer, de se reconfigurer en temps réel dans un environnement qui est mouvant, qui est complexe, qui est hostile. Il y a une équipe en face qui vous empêche de construire ce que vous avez envie de construire. D'accord ? Et parfois, ça fonctionne quand même assez bien. Ça fonctionne bien sans que leur manager chuchote à l'oreille de chacun ce qu'il doit faire à un instant T. D'accord ? Les joueurs de foot n'ont pas d'oreillette. Les cyclistes, oui. Pourquoi ? Les cyclistes ne peuvent pas avoir de conscience globale de la situation d'une course. D'accord ? Ils n'ont pas cette notion de l'optisme. Ils perdent cette notion de l'optisme, on est obligé de leur donner les indications. Pour l'équipe de foot, ce n'est pas le cas. Donc on retrouve bien les 3 premiers critères là, qui sont l'émergence d'un tout. Hein, on le voit en ce moment. Voilà, c'est un peu le hasard du calendrier qui fait que je vous parle de foot aujourd'hui, mais chaque équipe a son caractère, hein, une identité qui lui est propre. Il y a bien cette notion de l'optisme où chaque joueur est capable de voir en temps réel la situation dans laquelle l'équipe se trouve. Il y a le contrat social pour le but commun. On est dans une architecture qui est polymorphe, c'est-à-dire qu'elle est capable de se reconfigurer et un défenseur peut aller marquer un but, bien que ce ne soit pas son domaine de spécialité a priori. Il y a un objet lien en circulation qui est beaucoup plus facile à percevoir là que dans le quartet de jazz. Ce fameux ballon qu'on va donner, on ne va pas le monnayer. Celui qui a le pouvoir n'est pas celui qui possède le ballon, mais bien celui qui le passe. D'accord ? Qu'il passe dans de bonnes conditions, qui va offrir ce cadeau à son coéquipier. On est dans une organisation qui est apprenante parce que si 1 fois, 2 fois, 3 fois la même tactique ne fonctionne pas, l'équipe est capable de se reconfigurer, normalement, et d'innover, d'apprendre de ses erreurs. L'économie du don, j'en ai parlé à l'instant avec cette circulation du ballon, où le collectif va gagner, l'individu va gagner une fois que le collectif aura marqué. En revanche, on retrouve toujours cette contrainte numérique. J'ai pris l'exemple du football, 11 joueurs, le rugby, 15, pourquoi pas, mais je ne connais, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne connais pas de sport d'équipe qui se joue à plus que peut-être 15 ou 20 au football américain. Je ne sais pas combien il y a de joueurs, mais
à un moment donné, ça devient extrêmement compliqué de jouer en équipe. Et puis, on est quand même censé être tous au même endroit. Et si je fais encore grandir mon groupe, je suis passé de 4 à 11 à, disons, plusieurs milliers, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça se complique. Ça se complique, pourquoi? La bêtise des foules, évidemment. On a bien l'émergence d'un tout, pourquoi pas, les supporters du PSG ne sont pas les supporters de je ne sais quoi. En revanche, on perd cette notion de l'optisme. Perdu dans la foule, vous n'avez absolument aucune idée de la configuration globale de ce qui est en train de se passer. Ça peut d'ailleurs être assez anxiogène. Pas vraiment de contrat social, pas vraiment de but commun. Pourtant, une architecture polymorphe, c'est vrai. Pas d'objet lié en circulation. Une organisation qui n'est pas apprenante, pas d'économie du don. En revanche, on n'a pas de contrainte numérique et une contrainte spatiale. Donc là, ce que je cherche à démontrer, c'est qu'on voit bien la limite de l'intelligence collective originelle, celle dont l'évolution nous a dotés. C'est qu'au-delà de 15, 20 personnes, au-delà de la notion d'objectif commun, de contrat social et de l'optisme, les grandes organisations sont perdues. Donc lorsqu'on veut organiser un nombre important d'individus, ce que l'humanité a trouvé finalement, ce sont deux options. La première option, c'est l'organisation en essaim. Une organisation qui est complètement décentralisée, sans chef a priori, sans ordre, voilà, mais avec un système de communication relativement évolué. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ce mode décentralisé, un mode de coopération d'unités autonomes, des comportements qui sont simplistes et probabilistes. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour nous humains. Ce que Jean-Michel Beignet appelle l'homme simplifié, la thèse de l'homme simplifié, qui réduit l'ensemble de nos comportements à dire j'aime, like, plus un, oui au serveur téléphonique ou dossier administratif, d'accord, qui tend à nous simplifier comme ça, n'est pas une très bonne nouvelle. Mais il y a d'autres options. Des comportements qui sont donc simples et probabilistes, pas de connaissance de la structure globale, et un autre point qui est compliqué aussi pour nous humains, c'est l'uniformité et la désindividuation de chaque membre de cet essaim. Et là, ça ne nous correspond pas très bien. Ça correspond sans doute aux abeilles, mais à nous, pas vraiment. L'autre option, l'organisation pyramidale. C'est l'organisation des civilisations, des États, des grandes entreprises. Vous la connaissez par cœur, vous la vivez au quotidien. Elle fonctionne très 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 bien depuis plus de 2000 ans sans doute. Quelles sont ses bases? La division du travail, les principes d'autorité, de hiérarchie, une économie de la rareté. Ah, ça c'est intéressant. Dans l'organisation pyramidale, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui possède une information, par exemple. Alors qu'on a vu que dans l'intelligence collective originelle, celui qui a la valorisation, c'est celui qui diffuse l'information. C'est une différence fondamentale. Des normes, des standards, des procédures, des règles, des chartes, etc., etc. Vous connaissez ça aussi très très bien. C'est une architecture qui est malheureusement figée. Elle a beaucoup de mal à se reconfigurer en fonction des situations. On a un problème d'infobésité des encadrants, donc des cadres intermédiaires. Qu'est-ce que c'est que l'infobésité? C'est la surcharge d'informations qui devient impossible à traiter. Pourquoi? Parce que dans une organisation pyramidale, on peut imaginer, je dis bien on peut imaginer dans un modèle théorique que l'information descend assez bien. En revanche, lorsque on va dire la base de la pyramide commence à remonter des informations, les traitements intermédiaires font que ça n'arrive jamais jusqu'au sommet. Et tant mieux, parce que ce serait impossible de traiter autant d'informations. Là aussi, tous les middle managers de vos organisations vivent ça quotidiennement, le nombre de mails, le nombre de problèmes à traiter, etc. etc. Et puis le dernier point, qui est lié aussi aux organisations pyramidales, c'est qu'on a un modèle de développement personnel qui est plus lié sur la compétition que sur la coopération. Je gagne d'abord, moi, en tant qu'individu, et éventuellement ça fera gagner le collectif. Bon. Les saints, la pyramide, je reprends ma foule là, de supporters et j'essaye de la doter d'un moyen de communication
très basique, un peu simpliste, un peu probabiliste, sur le mode de l'essaim. OK ? Et je leur demande de choisir quel est le meilleur morceau de musique de tous les temps. Vous reconnaissez sans doute l'homme au cheval, le morceau de musique le plus vu, le plus téléchargé de tous les temps. Ce n'est pas Mozart ou Haydn ou Beethoven qui ont été choisis par les foules. Non, on a un nivellement populaire. Ce n'est pas un jugement de valeur, simplement, c'est probablement pas ce à quoi on s'attendait. Hein, il y a quelque chose de moyen. Voilà, il y a un nivellement. Pourquoi ? Parce qu'on a dit j'aime, plus, etc. L'engagement est assez faible, pas vraiment d'objectif commun. On a bien l'émergence d'un tout. L'holoptisme, j'ai mis un point d'interrogation parce que plus ou moins, on voit globalement ce qui est en train de se passer, même si on n'a pas une conscience physique de l'ensemble des individus. Pas de contrat social, une architecture polymorphe extrêmement mobile. Un objet lié en circulation, oui, si on veut. Je like, je transfère, je sais pas quoi, share, tweet. C'est quand même extrêmement limité. Une organisation apprenante, certes. Une économie du don, oui, bien sûr. J'ai diffusé à plein de gens ce morceau, je trouve ça super. Pas de contraintes numériques. Ah, enfin, j'arrive à faire quelque chose d'un peu construit, avec l'émergence d'une information que je ne pouvais pas prévoir, et avec un très 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 grand nombre de personnes. Des centaines de milliers, des millions, dans le cas de Gangnam Style. Pas de contraintes spatiales. C'est à travers le monde entier que ça s'est joué. Sommes-nous contents du résultat ? Est-ce que c'est de ça qu'on me parle quand on me parle de, par exemple, démocratie participative ? Ou est-ce que c'est ce risque-là que je prends ? Si je dis à tout le monde, vous pouvez voter, plus, ou moins. Et si j'en demande plus à mon réseau, en termes de capacité, si je lui donne la possibilité de diffuser des informations construites, structurées, de les commenter, vous connaissez ça par cœur, les réseaux sociaux d'entreprise que certains d'entre vous ont déployés ou sont en train de déployer, les plateformes collaboratives offrent des éléments extrêmement intéressants. Dans un réseau social d'entreprise, dans une plateforme collaborative, dans une communauté en ligne au sein de votre organisation, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver l'émergence d'un tout. D'accord ? Telle communauté ne fonctionnera pas comme telle autre. Tel réseau social, pas comme autre. Une notion de l'optisme simulée, on va dire, mais qui ne fonctionne pas si mal. J'ai conscience de qui travaille sur quoi, qui a lu mon document, qui l'a commenté. D'accord ? Je commence à avoir une vision du tout, en tout cas au-delà de 15 ou 20 personnes. J'ai un contrat social pour un but commun. Là, c'est le rôle du management et du middle management notamment. Pourquoi est-ce qu'on va sur le réseau ? Pourquoi est-ce qu'on va sur la plateforme collaborative ? Pas parce qu'on nous a demandé de le faire. Il y a un objectif commun qui est beaucoup plus grand. J'ai une architecture polymorphe. J'ai un objet lié en circulation, en général de l'information, des documents. J'ai une organisation qui peut être apprenante avec la création des bonnes pratiques, avec toutes les démarches de knowledge management que vous connaissez, que vous avez mis en place pour certains d'entre vous. Une économie du don, ça c'est extrêmement important et c'est une grande innovation dans les entreprises, dans les organisations. Pas de contraintes numériques, pas de contraintes spatiales. On peut être plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers sur un réseau d'entreprises, n'importe où à travers le monde. Au départ, il n'y avait vraiment que quelques questions. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises sont plus rigides que les plus petits groupes de personnes ? On l'a vu, structure pyramidale, division du travail, modèle hiérarchique, économie de la rareté, pas de l'optisme. Pourquoi est-ce que la communauté des logiciels libres sait construire des outils aussi complexes que ceux des éditeurs ? Un objectif commun ? Des outils de communication à travers le monde en entier, une économie du don. Est-ce que vrai pour le bien collectif n'est possible qu'au prix d'une aliénation individuelle ? Non, pas du tout. Notamment dans l'économie du don, avec cet objet lié en circulation, où faire circuler l'information, la diffuser, la commenter, la qualifier, la faire évoluer est bon pour moi.
Est-ce que vrai pour soi-même ne peut se faire qu'aux dépens du collectif? Non plus. Et est-ce que les réseaux numériques permettent de faire émerger une forme d'intelligence globale dans les grandes organisations? Oui, probablement. Merci beaucoup.